Hier, 7 décembre 1941, un jour qui restera à jamais marqué d'infamie. Les États-Unis ont été l'objet d'une attaque brutale et délibérée de la part des forces aériennes et navales de l'Empire du Japon. C'est par ces mots, prononcés devant les membres du Congrès des États-Unis, que le président Franklin Roosevelt a appris à ses concitoyens que le Japon venait d'attaquer la base navale de Pearl Harbor dans l'archipel des îles Hawaï. Qu'est-ce qui a poussé le gouvernement japonais à s'en prendre militairement aux États-Unis, au risque d'entraîner ce pays dans la guerre qui ravage alors le continent européen et une partie de l'Afrique? Il faut pour cela remonter au siècle précédent, lorsqu'en 1867 débute au Japon l'ère Meiji, du nom de l'empereur alors sur le trône. Depuis le XVIIe siècle, le pays s'était refermé sur lui-même, et il n'a commencé à s'ouvrir au monde qu'à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, avec la fin de la prééminence des chefs de guerre, les shoguns, et la restauration du pouvoir impérial. En quelques dizaines d'années à peine, ce pays va passer d'une société de type féodal à une société industrielle moderne, connaissant une croissance rapide, non seulement économique, mais aussi militaire. Le Japon est en effet un archipel pauvre en ressources naturelles. Et pour pouvoir faire face à son développement économique et industriel, le pays s'est lancé, dès la fin du XIXe siècle, dans une stratégie d'expansion territoriale en Asie du Sud-Est, afin de garantir son approvisionnement en matières premières. En 1895, le Japon va ainsi annexer l'île de Formose, l'actuelle Taïwan. Puis en 1905, après la guerre contre la Russie, le sud de l'île de Sakhaline. Et en 1910, la Corée. Après la Première Guerre mondiale, le pays a également obtenu l'administration, sous mandat de la Société des Nations, des possessions allemandes dans le Pacifique, en particulier les îles Marshall et Caroline. Au début des années 30, la crise économique mondiale de la Grande Dépression est à l'origine d'une série de coups d'État qui vont entraîner la chute du pouvoir civil et la prise de contrôle du pays par la caste des militaires. Ceux-ci vont alors relancer l'économie par un renforcement et une modernisation des forces armées, mais aussi entraîner le pays dans une accélération de sa politique expansionniste qui finira par inquiéter les puissances occidentales. C'est ainsi que le 19 septembre 1931, le Japon envahit la Mandchourie, territoire du nord-est de la Chine, alors dominé par des seigneurs de la guerre. Le prétexte étant la destruction, la veille, d'une section de voie ferrée à Mukden, en Mandchourie du Sud, attentat planifié par les Japonais eux-mêmes. Si vous êtes un amateur des aventures de Tintin par Hergé, vous connaissez nécessairement cet épisode qui est relaté dans l'album Lotus Bleu. L'année suivante est créé dans cette région l'État du Manchukuo, en réalité dirigé par le Japon, et que la Société des Nations refusera de reconnaître comme une nation indépendante, ce qui entraînera le départ du Japon de la SDN en mars 1933 et son rapprochement progressif avec l'Allemagne, aboutissant à la signature en novembre 1936 du pacte anti-Comintern. En juillet 1937, le Japon franchit une nouvelle étape dans sa politique expansionniste en envahissant la Chine sans lui déclarer officiellement la guerre. Jusqu'alors, les États-Unis avaient, par leur loi sur la neutralité, opté pour la non-intervention. Mais leurs intérêts finissent par être menacés par les conquêtes territoriales japonaises. Et le 5 octobre 1937, le président Franklin Roosevelt va tenir son discours dit de la quarantaine, où il propose un isolement des nations responsables des guerres.
Même si ce discours visait aussi, sans les nommer, l'Allemagne et l'Italie, il a surtout été perçu comme s'adressant prioritairement au Japon, lequel a réagi en accusant publiquement les États-Unis de vouloir organiser une coalition anti-japonaise. À partir de cette date, la tension ne cessera jamais de monter entre les deux pays et en 1939, les États-Unis mettent fin au traité de commerce signé avec le Japon en 1911, prélude à un embargo commercial. Le Japon va néanmoins poursuivre sa politique expansionniste en profitant de l'affaiblissement de la France après la défaite de juin 1940 pour implanter en septembre 1940 des bases militaires en Indochine française. Et il va rejoindre les forces de l'axe germano-italien en signant avec ces deux pays le 27 septembre 1940 un pacte d'alliance militaire, le pacte tripartite. L'escalade entre le Japon et les États-Unis va s'accélérer tout au long de l'année 1941. Au mois de mai, Roosevelt permet à la Chine de bénéficier de la loi Prébaille. Puis, devant le refus du Japon d'évacuer l'Indochine et la Chine, il décrète le 26 juillet 1941 un embargo complet sur le pétrole et l'acier, ainsi que le gel des avoirs japonais aux États-Unis, réduisant ainsi les approvisionnements de pétrole du Japon de 90%. Devant la perspective de se trouver totalement privé de matières premières essentielles à son développement, le gouvernement japonais envisage, à l'occasion d'une conférence impériale tenue le 6 septembre 1941, d'entrer en guerre contre les États-Unis et la Grande-Bretagne, à moins de trouver rapidement un accord avec Washington. Mais le 18 octobre 1941, le Premier ministre Fumimaro Konoe est remplacé par son ministre de l'armée, Hideki Tojo, partisan de la guerre contre les États-Unis. Les négociations entre les deux pays se poursuivent néanmoins, mais n'aboutissent qu'à une impasse. Et le 5 novembre 1941, le plan d'attaque contre les États-Unis, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas est adopté en conférence impériale. Les militaires japonais sont convaincus de la supériorité de leur marine. Le pays dispose alors d'une quinzaine de cuirassés, d'une dizaine de porte-avions, de 50 croiseurs, 110 destroyers, 80 sous-marins et 1350 avions. Or, à cette date, si les États-Unis sont une grande puissance industrielle et économique, il n'en est pas de même sur le plan militaire. La population est alors largement non interventionniste et Roosevelt vient de se faire élire président pour la 3e fois en s'engageant à ne pas entraîner son pays dans la guerre. Les forces armées américaines ont subi le contre-coup de cet isolationnisme. Et en 1939, l'armée n'est pas préparée à faire la guerre. Elle ne se compose alors que de 200 000 soldats de métier, souvent encore dotés d'armes de la Première Guerre mondiale, ce qui la place au 17e rang mondial. La plupart des appareils de l'armée de l'air sont obsolètes. Le moderne chasseur Curtiss P-40 ou le bombardier B-17 commencent à peine à entrer en service. Seule la marine peut aligner un tonnage équivalent à celui de la Grande-Bretagne. Mais sa politique repose encore sur l'emploi des cuirassés et elle ne dispose que de 4 porte-avions opérationnels. Enfin, le corps d'élite des Marines ne compte alors guère plus de 15 000 hommes. Roosevelt est bien conscient du danger du nazisme et de l'expansionnisme japonais, mais il doit tenir compte de son opinion publique. Toutefois, la défaite de la France en juin 1940, alors que son armée était considérée comme la première du monde, surprend les Américains qui commencent à s'inquiéter de la montée en puissance de l'Allemagne.
Roosevelt peut ainsi obtenir du Congrès, au mois de juillet, une première enveloppe de 4 milliards de dollars pour la défense, qui vont surtout lui permettre d'aider la Grande-Bretagne. Le 16 septembre 1940, le Selective Training and Service Act rétablit la conscription en temps de paix, ce qui permet d'augmenter les effectifs de l'armée de terre de 800 000 hommes. Et l'année suivante, ce sont 1 400 000 soldats qui se trouvent sous les armes. Enfin, un plan de mobilisation de près de 9 millions d'hommes est prévu en cas de déclaration de guerre. À la différence de 1917, les États-Unis sont préparés à la guerre. Mais cela ne les empêchera pas d'être surpris par l'agression japonaise contre leur base navale de Pearl Harbor sur l'île d'Oahu, dans l'archipel des îles Hawaï, le 7 décembre 1941. L'objectif des Japonais est de détruire la flotte américaine du Pacifique, qui s'y trouve basée, et de contraindre les Américains à replier leurs forces en Californie, afin de les empêcher d'intervenir militairement pour s'opposer à la conquête de l'Asie du Sud-Est et des îles du Pacifique, en vue de l'établissement de, je cite, la sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. C'est le commandant en chef de la flotte, l'amiral Isoroku Yamamoto, qui va mettre sur pied cette attaque sous le nom de code Opération Z. Contrairement à l'opinion encore dominante, il estime que les cuirassés sont des bâtiments inutiles et coûteux, et il préfère opter pour une flotte de porte-avions. Ce sont ainsi 6 de ces navires qui vont participer à l'opération sur Pearl Harbor. Il n'ignore pas les risques, mais il espère qu'en frappant fort dès le début, les Américains seraient démotivés et tenteraient de négocier. Le 26 novembre 1941, c'est une flotte composée de 6 porte-avions transportant 343 avions, chasseurs et bombardiers, escortés par 2 cuirassés, 3 croiseurs, 9 destroyers, 8 pétroliers et 3 sous-marins, qui, sous le commandement du vice-amiral Shuichi Nagumo, quittent discrètement la baie de Tankan dans les îles Kuril en direction des îles Hawaï. Le 2 décembre, la flotte reçoit la confirmation de l'ordre d'attaque par le message « Grimper sur le mont Niitaka ». L'attaque aura lieu le 7 décembre 1941, soit le 8 décembre au Japon, compte tenu de la ligne de changement de date. Pearl Harbor est alors la grande base navale américaine du Pacifique. Elle est située dans une rade qui, certes, constitue un abri sûr, mais qui se trouve être aussi une souricière, car son accès se fait par un chenal très étroit de 400 mètres de large. En ce dimanche 7 décembre, c'est la quasi-totalité de la flotte du Pacifique qui mouille dans la rade, soit au total 96 bâtiments, certains amarrés 2 par 2 par manque de place. 7 cuirassés sont regroupés le long de l'île de Ford dans ce qu'on appelle l'allée des cuirassés. L'USS Nevada, l'USS California, l'USS Oklahoma, l'USS Maryland, l'USS West Virginia, l'USS Tennessee et l'USS Arizona. Sans compter des croiseurs, des destroyers, des sous-marins et les quelques 300 avions de l'Air Force et de l'aéronavale stationnés aile contre aile sur les aérodromes de l'île pour éviter d'éventuels actes de sabotage. La seule déception pour le vice-amiral Nagumo a été d'apprendre par le consulat du Japon à Honolulu que, par un heureux hasard pour les Américains, les 2 porte-avions en service de l'escadre, l'USS Enterprise et l'USS Lexington, sont absents. Le premier étant parti en mission vers l'atoll de Wake et le second vers les îles Midway. Le 3e porte-avions,
l'USS Saratoga, est quant à lui en rénovation à San Diego en Californie. Les responsables militaires américains, l'amiral Husband Kimmel, commandant la flotte, et le général Walter Short, commandant l'armée de terre, ne sont pas particulièrement inquiets. Le Japon est si loin, à près de 6000 km. Et surtout, ce pays n'est pas en guerre avec eux. Nous sommes un dimanche. La journée qui s'annonce promet d'être calme. Et pourtant, à 3h58 du matin, le destroyer USS Ward, chargé de surveiller l'entrée du chenal, est informé de la présence d'un sous-marin dans la rade. Mais ses recherches seront infructueuses et aucune alerte ne sera donnée. Néanmoins, un autre sous-marin est repéré à 6h37 et il est coulé par l'USS Ward qui, cette fois, rend compte de l'incident. Mais il est déjà trop tard, car au large d'Hawaï, à 6h du matin, une première vague de 183 avions, commandés par le capitaine de vaisseau Mitsuo Fuchida, des torpilleurs, des bombardiers en piqué et de haute altitude, des chasseurs d'escorte, vient de décoller des 6 porte-avions japonais. 4 radars SCR-270 sont opérationnels sur l'île d'Oahu depuis le mois de juillet. Mais le général Short ne manifeste aucun intérêt sur ce récent système de surveillance aérienne, alors que les Britanniques en ont montré l'utilité au cours de la bataille d'Angleterre, comme je l'ai relaté à l'épisode 6. Pour des raisons d'économie, ils ne fonctionnent que 4 heures par jour et sont coupés à 7 heures du matin. Toutefois, ce matin-là, les soldats George Elliott et Joseph Lockard, de service au poste situé sur la colline d'Opana, à l'extrémité nord de l'île, vont détecter sur leur écran, à 7h02 précise, l'arrivée des avions japonais à une distance de 210 km. Malheureusement, leur alerte n'est pas prise au sérieux par l'officier de service au centre d'information. Pour lui, il ne peut s'agir que d'avions amis. En l'occurrence, une flotte de bombardiers B-17 en provenance de Californie et qui était attendue pour se ravitailler sur leur chemin vers les Philippines. À 7h53, le capitaine Fuchida survole la baie de Pearl Harbor et constatant que l'effet de surprise est total, il envoie par radio l'ordre d'attaque « Tora, Tora, Tora », qui sera popularisé par le cinéma. Les premières bombes sont larguées et à 7h56, les bombardiers et les torpilleurs plongent sur leurs objectifs, alors que sur les navires américains, on se prépare tranquillement à la cérémonie de l'envoi des couleurs, fixée à 8h. Les avions torpilleurs Nakajima B-5N, surnommés Kate, surgissent de partout, en rasant les flots, et lancent leurs torpilles sur les coques des cuirassés, suivis par les bombardiers en piqué Aichi D-3A, surnommés Val, qui détruisent les ponts et les superstructures des navires. L'USS Oklahoma est touché par 5 torpilles. Il chavire et se renverse dans la confusion et la panique de son équipage, qui comptera 415 morts et 32 blessés. L'USS West Virginia est également atteint par 7 torpilles et 2 bombes et coule à son tour avec 105 victimes et 52 blessés. L'USS California, isolé, est vite pris pour cible et reçoit 2 torpilles et 2 bombes. Il sombre d'autant plus vite que la plupart de ses panneaux étanches ne sont pas fermés ou ont été retirés en vue d'une inspection. Il y aura 105 victimes. L'USS Nevada, bien que touché par une torpille, parvient à appareiller et s'engage dans l'étroit chenal pour prendre la mer. Mais il est rapidement la cible de nombreux avions japonais qui cherchent à le couler au milieu de ce chenal pour bloquer celui-ci. Comprenant la manœuvre, les Américains décident alors de dégager le chenal en faisant échouer le navire sur le rivage. Il n'y aura que, si on peut dire,
50 morts et 109 blessés sur les 1484 hommes d'équipage. L'USS Maryland, adossé à l'USS Oklahoma, et l'USS Tennessee, adossé à l'USS West Virginia, sont relativement épargnés et n'auront respectivement que 5 et 4 morts. L'USS Maryland parviendra même à abattre plusieurs avions japonais de la seconde vague. Mais l'USS Arizona connaîtra le plus grand nombre de victimes. Le cuirassé est la cible de plusieurs bombes, dont l'une d'elles provoque un incendie, tandis que la chaufferie avant explose, ce qui entraîne l'explosion des soutes à munitions, dévastant tout l'avant et tuant 1177 hommes. Les cuirassés ne sont pas les seules cibles. Des croiseurs légers, des destroyers, des sous-marins sont également coulés. Les aérodromes sont la cible des chasseurs zéro qui, n'ayant aucun adversaire à affronter dans les airs, mitraillent les casernes, les hangars, les parkings et détruisent les avions américains alignés sans défense. Rares sont les aviateurs américains qui parviendront à décoller sous le feu ennemi au milieu de l'enchevêtrement des avions en flammes. Les Japonais ne rencontrent quasiment aucune résistance au cours des premières minutes, même si dès 7h58, le commandant Logan Ramsey lance le message d'alerte suivant: attaque aérienne sur Pearl Harbor, ceci n'est pas un exercice. En effet, la plupart des hommes d'équipage dormaient encore sur leur navire et ont été réveillés par les explosions. Les armes sont rangées dans les râteliers. Les mitrailleuses et les canons ne sont pas approvisionnés. Les scènes de panique coexistent avec des actes de bravoure. Vers 8h30, la première vague s'éloigne de Pearl Harbor. Mais l'accalmie sera de courte durée, car dès 8h40 arrive la seconde vague de 170 appareils, commandée par le capitaine de corvette Shigekazu Shimazaki. Elle se compose de 4 unités. Certaines vont attaquer la base aérienne d'Hickam et la base aéronavale de Kalihoe à l'est de Pearl Harbor, tandis que d'autres vont à nouveau s'en prendre à la base navale de Pearl Harbor. Mais désormais, l'effet de surprise ne joue plus, et les Américains réagissent vigoureusement. Alors que la première vague n'avait perdu qu'un bombardier, 5 torpilleurs et un chasseur, la seconde vague perd 15 bombardiers, 5 torpilleurs et un chasseur. Néanmoins, les avions japonais continuent à détruire leurs cibles. Le cuirassé USS Pennsylvania, qui était en cale sèche et n'avait reçu aucun projectile lors de la première vague, cette fois est atteint par une bombe à 9h06, faisant 32 victimes. Les destroyers USS Cassin, USS Downs, USS Shaw, également en cale sèche, sont atteints à leur tour par des bombes incendiaires. Tandis qu'un bombardier en piqué, préfigurant les kamikazes de la fin de la guerre, vient s'écraser sur le transport d'hydravions USS Curtis, faisant 21 victimes. Plus chanceux, plusieurs destroyers parviennent à se sortir de la nasse et à franchir le chenal pour rejoindre la haute mer. La seconde vague s'achève à 9h45, tandis que des avions japonais survolent le site pour évaluer les dommages et prendre des photographies, et que le capitaine Fushida veille au retour de ses avions. C'est à nouveau l'accalmie. Mais l'inquiétude persiste chez les Américains. Y aura-t-il une troisième vague? Un débarquement japonais sur l'île? Il est vrai que le vice-amiral Nagumo, pressé par le capitaine Fushida, s'interroge. Ne devrait-il pas lancer une nouvelle attaque afin de détruire les dépôts de carburant et les infrastructures de Pearl Harbor, ce qui aurait été encore plus désastreux que la perte des cuirassés. Mais Nagumo va vite y renoncer. L'effet de surprise ne jouant plus à sa faveur, les pertes japonaises seraient beaucoup plus importantes et en outre, le temps nécessaire à la préparation d'une troisième vague d'attaque aurait permis aux Américains de localiser son armada située à moins de 400 km et de la prendre en chasse par des sous-marins.
Et puis Nagumo a toutes les raisons d'être satisfait. Le but recherché, à savoir neutraliser la flotte américaine du Pacifique, a été atteint. Et il n'a perdu que 29 avions et 55 hommes. Inutile donc de prendre des risques, et la flotte s'en retourne en direction du port japonais de Kure, où elle entrera triomphalement le 26 décembre. C'est l'heure du bilan pour les Américains, et il est lourd. 19 bâtiments sont perdus, quasiment tous les cuirassés de la flotte du Pacifique. La quasi-totalité des avions basés sur l'île ont été détruits. Et les pertes humaines sont également très lourdes. 2403 morts et 1178 blessés. Près de la moitié des pertes provenant de l'explosion de l'USS Arizona, dont la coque laissée sur place sert aujourd'hui de mémorial pour ses victimes. L'attaque japonaise sur Pearl Harbor est indéniablement un succès tactique, mais elle est un échec stratégique. La base de Pearl Harbor est restée opérationnelle, et surtout, les porte-avions de la flotte du Pacifique n'étaient pas sur place au moment de l'attaque. La destruction de la plupart de leurs cuirassés va conduire les Américains à changer leur tactique navale en créant des task force combinant porte-avions et sous-marins. L'agression japonaise va complètement retourner l'opinion publique américaine, jusqu'alors isolationniste. Le comité America First prononce sa dissolution et son principal porte-parole, l'aviateur Charles Lindbergh, se porte volontaire pour combattre dans le Pacifique. C'est à la quasi-unanimité que le Congrès américain déclare la guerre au Japon le 8 décembre. Et le 20 décembre, la loi sur la conscription va mobiliser tous les Américains entre 20 et 40 ans. En Grande-Bretagne, Winston Churchill est soulagé, car les États-Unis vont enfin rejoindre la Grande-Bretagne dans sa lutte contre l'Allemagne et l'Italie. Il n'hésite pas, et dans les heures qui suivent, la Grande-Bretagne, suivie par ses alliés du Commonwealth, déclare à son tour la guerre au Japon. En Allemagne, la nouvelle de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor est une surprise. Aux prises avec la contre-offensive soviétique devant Moscou, Hitler retourne en hâte le 9 décembre à Berlin pour s'entretenir avec Ribbentrop sur la décision à prendre. En effet, le pacte tripartite ne l'engage nullement à entrer en guerre aux côtés du Japon, qui est l'agresseur, et qui en outre a lancé son attaque sans déclaration formelle de guerre contre les États-Unis. Mais les relations entre les États-Unis et l'Allemagne sont devenues de plus en plus exécrables au cours de l'année 1941. Hitler est excédé par les attaques de Roosevelt contre sa personne et contre le nazisme, et par la protection accordée au convoi maritime britannique. Il surestime la puissance militaire du Japon et sous-estime tout aussi gravement la puissance économique et bientôt militaire des États-Unis, en déclarant le 7 janvier 1942, je cite, « L'Amérique est un pays pourri. L'Amérique ne m'inspire que de l'aversion et le plus profond dégoût. Mi-enjuivé, mi-négrifié, voilà la société américaine. Comment espérer qu'une telle nation, un tel État où tout est construit sur le dollar, puisse tenir debout ? Aussi, sa décision est prise. Et dans un discours au Reichstag le 11 décembre 1941, Hitler annonce-t-il que son pays a déclaré la guerre aux États-Unis, immédiatement suivi par l'Italie. Il y a encore 6 mois, la guerre était essentiellement européenne et n'opposait que la Grande-Bretagne face à l'Allemagne et à l'Italie. À la fin de cette année, les conflits armés couvrent l'ensemble de la planète, des steppes russes aux îles de l'Extrême-Orient. La guerre est réellement devenue une guerre mondiale.